L'eau est une soupe épaisse et stagnante de végétation en décomposition et de silence préhistorique. Vous êtes debout dans le cœur du marais de Likuala, un lieu où la carte se termine et les cauchemars commencent. L'humidité ne s'attache pas seulement à votre peau. Elle pèse sur votre âme comme une couverture lourde et humide qui sent le soufre, la mousse humide et la terre vieille. Au-dessus de vous, la canopée est une cage d'émeraude, si dense que le soleil est un souvenir lointain et pâle, projetant le monde dans un crépuscule perpétuel et maladif. Dans ce lieu, le temps n'avance pas, il pourrit simplement. On nous enseigne depuis le moment où nous pouvons lire que les géants s'en sont allés. On nous dit qu'il y a 66 millions d'années, un marteau cosmique est tombé du ciel et a effacé l'ardoise. Les dinosaures, nous dit-on, ne sont rien de plus que pierre et poussière, conservés dans des musées silencieux et avec climat contrôlé pour que nous les émerveillions à travers le verre. Mais dans les coins les plus profonds et suffocants du bassin du Congo, les locaux ne visitent pas de musée. Moklembembe, le fantôme du Congo. Imaginez que vous êtes en train de naviguer dans un canoë creusé à travers les sinueuses veines noires du fleuve Likuala. Le silence ici n'est pas vide. Il est lourd, pressant contre vos tympans avec un poids physique. C'est un silence rompu seulement par l'immersion rythmique et humide de la rame de bois et le cri lointain et moqueur d'un singe en haut de la canopée. L'air est si épais par l'humidité qu'on a l'impression d'être en train de respirer de la soupe, et l'odeur est un mélange primordial de végétation en décomposition, d'argile humide et de stagnation antique. Soudain, l'eau devant vous commence à se gonfler. Ce n'est pas une vague, c'est un déplacement de masse pure et indéniable. Le fleuve ne fait pas que s'onduler, il s'agite. Quelque chose sous la surface, quelque chose avec le tonnage de déplacement d'un autobus urbain, se déplace contre le courant, poussant des milliers de gallons d'eau de côté sans même essayer. Les guides locaux se figent, leurs yeux s'élargissent dans une terreur spécifique et ancestrale qui transcende le langage. Ils arrêtent de ramer, ils se laissent porter vers la rive, murmurant un seul mot qui porte le poids de 1000 ans de peur. C'est Mokele Mbembe. Le nom, dans la langue locale lingala, se traduit poétiquement comme celui qui arrête le flux des rivières. C'est un surnom qui fait allusion au volume colossal de la créature, suggérant une bête si grande que sa seule présence agit comme un barrage vivant. Pour un scientifique occidental assis dans un bureau universitaire stérile, c'est une impossibilité biologique, un sauropode relique, un dinosaure à long cou qui a d'une certaine manière évité l'événement d'extinction Katé qui a achevé ses parents il y a 65 millions d'années. Mais pour les tribus pygmées Baka et Aka, du lac Télé et du marais environnant, ce n'est pas un fossile ni une théorie. C'est un cauchemar territorial, un voisin de chair et d'os qui a fait partie de leur réalité durant aussi longtemps que leurs histoires orales ont été racontées. Pour comprendre véritablement la peur que cette créature inspire, nous devons regarder au-delà des dessins animés et des films et examiner les détails spécifiques et viscéraux qui ont été murmurés à travers les générations. Les descriptions sont étrangement consistantes, englobant des centaines de milles de terrains traîtres et des douzaines de tribus distinctes qui historiquement ont eu peu ou aucun contact entre elles. Quand elles sont séparées par la géographie et le dialecte, toutes décrivent le même monstre. Nous parlons d'une créature qui mesure entre 25 et 35 pieds de long. Bien qu'elle soit plus petite que les spécimens titaniques de Diplodocus que l'on trouve dans les musées d'Amérique du Nord, elle possède une densité corporelle qui fait qu'un éléphant de forêt ressemble à un jouet. Son torse est un baril d'une puissance immense, soutenu par 4 pattes comme des piliers qui laissent des empreintes de 3 griffes dans l'argile du fleuve. Des empreintes qui hantent les rêves de ceux qui les trouvent. Sa peau est décrite universellement comme un cuir lisse de couleur gris brunâtre qui manque des écailles d'un crocodile ou de la fourrure d'un mammifère. On la compare souvent à la peau d'un hippopotame, mais avec la dureté d'une armure antique et usée, marquée par des siècles de navigation à travers les branches tranchantes et submergées de la forêt inondée. Mais c'est le coup qui change la conversation. C'est la caractéristique qui brise le paradigme de la zoologie moderne. Les témoins décrivent une colonne de 10 à 15 pieds de muscles purs et serpentins qui surgit de la boue comme un périscope du Jurassique. Il est flexible et puissant, capable de se lancer avec la vitesse d'un cobra malgré sa taille. Au bout de ce coup impossible se trouve une tête qui est petite en proportion du corps, reptilienne et élégante. Beaucoup de rapports mentionnent une seule crête osseuse ou collerette qui court le long de la partie postérieure du crâne et descend par le cou,
Un détail qui s'aligne étonnamment bien avec les reconstructions paléontologiques de certains sauropodes. À la différence des géants gentils représentés dans les livres d'enfants, le Mokele Mbembe du folklore est une créature d'agression immense et explosive. Bien qu'il soit strictement herbivore, on dit qu'il préfère le fruit malombo, un fruit doux et succulent de la jungle qui ressemble à une pomme. Il possède un tempérament qui ferait qu'un ours brun paraîtrait docile. C'est une créature qui n'élimine pas pour la nourriture, elle élimine pour la dominance. Elle élimine pour le silence. La caractéristique définissant Mokele Mbembe est sa haine irrationnelle envers l'hippopotame. Dans presque toutes les voies navigables d'Afrique, l'hippopotame est le roi du fleuve, un animal mortel qui ne s'incline devant personne. Pourtant, dans les marais profonds de l'Ikwala, il y a de vastes étendues d'eau où les hippopotames sont notablement absents. Les locaux disent que cela est dû au fait que Mokele Mbembe ne les tolère pas. Si un hippopotame déambule par son tronçon de fleuve, la bête ne fait pas que mordre, elle l'annihile. On sait qu'il fait chavirer des canoës creusés et ôte la vie à n'importe quoi qui ose perturber sa paix, souvent en utilisant sa queue massive pour fracasser les coques des bateaux avant de traîner les occupants vers le bas. Crucialement, il laisse les restes intacts. Il ne veut pas leur chair, il veut leur absence. Les histoires n'ont pas été suffisantes pour maintenir éloigné le monde extérieur. L'attrait d'un dinosaure vivant est un chant de sirène qui appelle les parties les plus profondes de l'imagination humaine. Et bientôt l'histoire de cette bête a été écrite avec la sueur, le sang et les fièvres induites par la malaria des explorateurs européens. Les premières ondes de ce mystère sont arrivées en Occident en 1776 à travers les écrits du missionnaire français Abbé Livin Bonaventure Proyard, qui a détaillé la découverte d'empreintes d'une bête mystérieuse dans le bassin du Congo. Mais la légende a réellement pris forme en 1913, avec le capitaine Ludwig von Stein sur l'Auschwitz. Un officier allemand qui inspectait la colonie du Cameroun, von Stein était un homme de logique et de précision militaire, non enclin aux fantaisies. Pourtant, ses rapports ont documenté des récits qui lui ont glacé le sang. Il a catalogué les légendes locales d'une bête qui vivait dans les grottes sous-marines de la rivière Sanga. Il a vu des empreintes qui ne devraient pas exister, des griffes de 3 doigts de la taille d'assiette plate pressées à 18 pouces de profondeur dans l'argile du fleuve, suggérant un poids qui défiait la faune connue de la région. Il a entendu parler d'une créature qui pouvait naviguer par les canaux les plus profonds du marais, avec la grâce d'une anguille massive, sortant à la surface seulement pour respirer ou pour détruire. Le rapport de von Stein aurait pu allumer une frénésie globale immédiatement, mais le monde s'est bientôt trouvé enveloppé dans les flammes de la Première Guerre mondiale. Les archives ont accumulé de la poussière et la bête a été laissée seule dans l'obscurité durant des décennies. Ce ne fut pas avant les années 1980 que la recherche est devenue une croisade scientifique. Cette ère appartient au docteur Roy McCall, un renommé biologiste de l'Université de Chicago. McCall n'était pas un théoricien marginal, c'était un académique sérieux qui a risqué sa réputation et sa vie pour changer son laboratoire pour le marais. Il a mené 2 expéditions déchirantes à l'Ikwala, luttant contre la chaleur implacable, les fourmis guerrières et l'instabilité politique. La méthodologie de McCall était simple mais révélatrice. Il a interviewé plus de 50 témoins dans différents villages. Il n'a pas posé de questions suggestives. À la place, il a utilisé un test visuel. Il a montré aux membres de la tribu des images d'animaux locaux, éléphants, rhinocéros, crocodiles, buffles. Les témoins ont acquiescé et les ont nommés correctement. Ensuite, il a introduit un joker, un croquis d'un diplodocus ou d'un apatosaurus. La réaction fut viscérale et immédiate. Ils ne semblèrent pas confus, ils n'ont pas demandé ce que c'était. Ils ont pointé le dinosaure à long cou et ont crié « Mokele Mbembe ». La consistance de cette reconnaissance est le pilier sur lequel repose la croyance en la créature. Comment des personnes qui n'avaient jamais vu une télévision, jamais ouvert un livre de texte et jamais quitté le bassin du Congo pourraient-elles reconnaître instantanément une créature que la science occidentale dit s'être éteinte il y a 65 millions d'années? Alors que beaucoup revenaient de l'enfer vert du Congo avec rien de plus que des piqûres d'insectes et des histoires vagues, le moment le plus viscéral de cette histoire s'est produit en 1983. Marceline Agnagna, un biologiste congolais éduqué en France, menait une expédition au lointain et presque inaccessible lac Télé. Le lac lui-même est un lieu de mystère, un ovale d'eau presque parfait au milieu du marais sans chemin que certains géologues croient être un cratère de météore.
Agnagna était sur les rives boueuses, scannant l'eau, quand l'impossible est arrivé. Approximativement à 300 mètres de distance, la surface vitreuse du lac s'est rompue. Durant 20 agonisants longs moments, un titan à long cou lui a rendu le regard. Agnagna a décrit le dos de l'animal comme miroitant et large, arqué hors de l'eau. Son cou se maintenait en haut, regardant autour de lui avec un calme et une confiance prédatrice, tournant sa petite tête pour inspecter son domaine. C'était le Saint Graal. Agnagna avait une caméra avec un téléobjectif. Il avait la chance de changer l'histoire de la biologie pour toujours. Il s'est avancé dans les eaux peu profondes, avec le cœur martelant contre ses côtes, l'adrénaline inondant son système. Il a levé la caméra. Il a filmé. Mais dans l'humidité et la pure panique du moment qui arrête le cœur, une tragédie s'est produite. Dans son excitation, Agnagna avait oublié d'enlever le capuchon de la lentille, ou, comme disent certaines versions, le mécanisme de la pellicule s'est bloqué dû à l'humidité. Quand il a révélé le métrage, c'était un flou, un lavage de gris et de vert qui ne prouvait rien. C'est une histoire qui souligne tragicomiquement le caractère élusif de la bête. Elle était là, elle a été vue par un biologiste entraîné, et pourtant, elle continue d'être un fantôme. Est-ce réellement un dinosaure ? Les sceptiques argumentent que c'est un éléphant mal identifié nageant avec sa trompe levée, ou peut-être une tortue géante à carapace molle. Mais un éléphant n'a pas une queue massive qui agit comme gouvernail. Une tortue n'a pas un cou qui s'élève à 10 pieds verticalement hors de l'eau. Écarter Mokelembembe et sous-estimer la géographie du Congo. Nous parlons du marais de l'Ikwala, une zone de 20 et 1000 milles carrés. C'est une région plus grande que tout le pays de la Suisse, composée par des forêts inondées, des îles flottantes de végétation et de l'eau noire qui créent une canopée d'obscurité. C'est un lieu qui demeure en grande partie inexploré par la technologie moderne. Dans ce contexte, l'idée d'une petite population reproductrice de sauropodes reliques devient moins comme un mythe et plus comme une probabilité mathématique. L'environnement du bassin du Congo est demeuré relativement stable durant des millions d'années. C'est un bunker géologique, une pièce sûre où le climat n'a pas changé suffisamment drastiquement pour forcer l'extinction. S'il y avait un lieu sur la Terre où le Crétacé ne s'est jamais terminé, où une population de titans pourrait se retirer et survivre comme des fantômes dans la brume, c'est ici, dans le silence de l'Ikwala. Emela Ntuka, l'assassin d'éléphants. Si Mokelembembe est le fantôme de l'eau, un géant défensif qui désire qu'on le laisse seul, alors l'Emela Ntuka est le démon des marécages. C'est l'agresseur actif, la force brute du monde des cryptides. Dans le dialecte local lingala, son nom porte une traduction terrifiante et définitive, le tueur d'éléphants. Pensez au poids de cette déclaration pour un moment. Dans la hiérarchie de la jungle africaine, l'éléphant est le roi incontesté. C'est une forteresse de 6 tonnes d'intelligence et de puissance. Les lions leur laissent une large marge. Les crocodiles se retirent de leurs éclaboussures. Rien ne défie un éléphant mâle, excepté ceci. L'existence même d'une créature nommée pour sa capacité à massacrer le mammifère terrestre le plus puissant de la Terre suggère un niveau de violence et d'armement biologique qui est presque difficile à comprendre. Les descriptions de ce tank vivant peignent l'image d'une créature conçue pour la guerre. Imaginez une forteresse biologique, un animal qui a pris le plan de base d'un rhinocéros et l'a amélioré avec une létalité préhistorique. L'Emela Ntuka mesure approximativement 10 pieds de hauteur jusqu'à l'épaule, une puissance massive et basse. Son corps est souvent comparé à un buffle ou un rhinocéros, mais les dimensions sont toutes incorrectes pour la faune moderne. Il est plus dense, plus compact et infiniment plus musclé. La caractéristique définissant, l'arme qui donne son nom à la créature, est une seule corne dure comme l'ivoire qui dépasse de son museau. Mais à la différence de la corne courbe et kératineuse d'un rhinocéros, qui est conçue pour pousser et s'exhiber, la corne de l'Emela Ntuka est décrite comme une pointe longue et droite, une lance d'os poli capable de perforer la peau la plus épaisse du règne animal. Pourtant, les détails qui hantent les chercheurs et séparent cette bête de n'importe quelle espèce de rhinocéros connue sont la queue et la peau. Un rhinocéros a une queue courte et avec des touffes, à peine perceptibles. L'Emela Ntuka possède une queue longue, lourde et reptilienne, similaire à celle d'un crocodile. Elle est épaisse à la base et s'amincit jusqu'à une pointe, utilisée pour l'équilibre et la direction dans la boue profonde et traître des marais. Sa peau n'est pas le cuir rugueux et plié d'un rhinocéros. Elle est décrite comme grise, sans poils et lisse, presque glabre. Ses empreintes sont également déconcertantes,
montrant 3 doigts massifs qui s'étendent pour supporter son poids dans le lit mou du fleuve, bien loin de l'impression de sabots de n'importe quel ongulé moderne. Cette créature est un maître du monde semi-aquatique. Tandis que Mokele Mbembe est un habitant d'eau profonde, l'Emelan Touka patrouille les marécages peu profonds et les rives des fleuves. Il passe ses journées submergé dans l'eau boueuse, avec sa corne massive brisant occasionnellement la surface comme l'aileron d'un requin dans une mer d'algues vertes. Il est strictement herbivore, s'alimentant de la végétation exubérante et feuillue du marais, spécifiquement des vignes de Malombo. Mais malgré son régime, il est légendaire pour une territorialité létale qui frise le pathologique. L'Emelan Touka ne tolère pas la compétition pour l'espace. Les histoires de ses affrontements avec des éléphants sont graphiques et consistantes. On dit qu'il embusque les éléphants dans leurs points d'eau ou dans les passages peu profonds. Quand un éléphant perturbe l'eau près d'un Emelan Touka, la bête charge. Elle ne fait pas de posture, elle n'avertit pas. Elle plante cette lance d'ivoire de 3 pieds directement dans le ventre mou de l'éléphant, déchirant vers le haut avec une force tremblante. La bataille se termine habituellement en secondes. L'éléphant, malgré sa taille, est éventré. Ce qui rend ce comportement véritablement glaçant est ce qui se passe après. L'Emelan Touka est végétarien. Il ne mange pas l'éléphant. Il ne charogne pas l'élimination. Il laisse simplement le cadavre pourrissant au soleil, un avertissement sombre et silencieux pour n'importe quel autre animal qui pourrait considérer entrer dans son domaine. Il élimine purement pour maintenir la sainteté de son territoire. Ce comportement a infusé une peur profonde et révérencieuse dans les tribus locales. Bien qu'ils puissent tenter de chasser un hippopotame ou même un petit éléphant, ils évitent le territoire de l'Emelan Touka à tout prix. L'évidence de cette créature va au-delà de simples histoires de feu de camp. Elle se solidifie par des artefacts physiques et des rencontres qui ont défié toute explication durant presque un siècle. Le monde occidental a eu son premier aperçu sérieux de ce mystère en 1954 à travers le travail de Lucien Blancou, un implacable garde forestier et inspecteur dans l'Afrique équatoriale française. Blancou était l'homme responsable de la protection de la faune dans la région, un homme qui connaissait chaque animal dans la jungle. Pourtant, il a décrit une créature dans la région de Dongu-Mataba que les locaux craignaient plus que le lion, le léopard ou le buffle. Mais l'évidence la plus tangible est arrivée des décennies avant, dans une histoire qui est devenue la pierre angulaire de la légende d'Emelan Touka. Approximativement en 1930, près du fleuve Luapula, un groupe de membres de la tribu n'a pas seulement vu la bête, ils se sont confrontés à elle. L'animal avait terrorisé leur zone de pêche, détruisant leurs canoës et éliminant quiconque s'aventurait dans les eaux peu profondes. Poussés à bout, les guerriers ont organisé une chasse. Ce fut une lutte longue, sanglante et dangereuse, mais finalement par l'utilisation de lances et peut-être le pur poids du nombre, ils sont parvenus à éliminer un Emelan Touka. C'était une impossibilité biologique, gisant morte dans la boue. Ils ont dépecé l'animal pour sa chair, mais ils ont gardé la corne. Quand la corne fut montrée plus tard aux officiels, elle a défié toute classification connue. Elle n'était pas faite des fibres de poils compressés qui constituent la corne d'un rhinocéros. C'était une structure osseuse dense, creusée près de la base où elle s'unissait au crâne. Elle était lisse, ressemblant à l'ivoire et incroyablement lourde. Cette structure n'existe chez aucun mammifère vivant en Afrique. Elle semblait, pour ceux ayant connaissance de l'anatomie, appartenir à la tête d'un tricératops ou, plus spécifiquement, à un monoclonius. Quand ces descriptions ont été croisées avec le registre fossile, la connexion est devenue impossible à ignorer. Quand le docteur Roy McCall a montré ses croquis aux tribus pygmées durant ses expéditions dans les années 1980, les résultats furent encore plus impactants que l'identification de Mokele Mbembe. McCall leur a montré des photos de rhinocéros. Les locaux les ont identifiés comme des rhinocéros. Il leur a montré des éléphants et des hippopotames. À nouveau, identification correcte. Ensuite, il leur a montré une reconstruction d'un Centrosaurus ou d'un Monoclonius, des dinosaures à cornes de la période du Crétacé avec une seule grande corne nasale et une queue lourde. Les membres de la tribu n'ont pas hésité. Ils ont pointé directement le croquis et ont dit « Emelan Touka ». Cette identification présente un problème massif pour la paléontologie conventionnelle. Le registre fossile nous dit que les cératopsiens, dinosaures à cornes, ont vécu principalement en Amérique du Nord et en Asie. Il n'y a pratiquement aucune évidence fossile d'eux en Afrique.
Suggérer qu'il existe une population au Congo est réécrire l'histoire de la dérive continentale et de l'évolution des dinosaures. Pourtant, le contre-argument est convaincant dans sa simplicité. Le registre fossile est incroyablement incomplet. Nous avons trouvé peut-être 1% des espèces qui ont un jour vécu. Est-il impossible qu'une branche de l'arbre généalogique des cératopsiens ait migré vers l'Afrique avant que les continents ne se séparent complètement? Ou peut-être pourrait-il s'agir d'un cas d'évolution convergente, un reptile différent qui a développé le même plan corporel, car c'est le design le plus efficient pour un herbivore semi-aquatique type tank. Les nombres sont stupéfiants. Plus de 50 observations importantes ont été documentées durant le dernier siècle. Des populations petites et isolées ont été rapportées depuis la Zambie jusqu'au Cameroun. Les observations ne sont pas des entités spirituelles ou des fantômes. Ce sont des animaux de chair et d'os qui respirent, mangent, luttent et laissent des empreintes. Si l'Emelantuka est réel, il représente une lignée qui a survécu aux continents eux-mêmes. C'est une créature qui a vu surgir les mammifères, a vu venir et passer les âges de glace et est demeurée inchangée dans la chaleur suffocante du Congo. C'est une forteresse vivante, un rappel que certains designs biologiques sont si parfaits, si impitoyablement efficients, qu'ils n'ont pas besoin de changer durant 60 millions d'années. Alors que vous naviguez sur les eaux du Congo aujourd'hui, les guides vous avertiront encore. Si vous voyez que l'eau bouillonne, priez pour que ce soit Mokele Mbembe qui pourrait vous laisser passer. Mais si vous voyez une seule corne couper l'eau et entendez le souffle ébroué d'une bête qui déteste votre seule vue, ramez vers la rive, car l'assassin d'éléphants ne fait pas de prisonniers. Mbielu, 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 le fantôme de plaque. Dans le village lointain de Bunila, situé au bord du monde connu, les anciens parlent sur des tons bas et révérencieux de « l'animal avec des planches sur le dos ». Le nom Mbielu, Mbielu, Mbielu est un avertissement rythmique, un écho linguistique qui imite l'eau ondulante où réside la bête. Il se traduit approximativement comme « l'animal avec des plaques dentelées », mais le contexte culturel implique quelque chose de plus. Une créature qui existe dans l'espace liminal entre l'eau et la rive, une chose qui est partie biologie et partie architecture. Les récits de témoins décrivent une créature qui n'est presque jamais vue complètement, rôdant juste sous la surface comme une ruine submergée. C'est le rôdeur ultime. Le Mbielu 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 passe presque toute sa vie submergé dans les rivières au mouvement lent et teinté de tanins de la région de Likuala. La plupart des témoins ne voient jamais la tête ni la queue, ils voient seulement la colonne vertébrale. Et quelle colonne vertébrale c'est? Surgissant de l'eau noire se trouve une rangée de plaques triangulaires et dentelées. Ce n'est pas du cartilage mou comme l'aileron d'un poisson, c'est de l'os couvert par une gaine kératineuse. Elles sont souvent décrites comme couvertes d'algues vertes épaisses et de limon de la rivière, ce qui les fait ressembler à une ligne de pierre tombale antique et pourrie flottant contre le courant. Quand l'animal émerge, généralement pour traverser un banc de sable ou se déplacer entre des lacs en fer à cheval, il révèle un corps qui est un défi direct à la biologie moderne. C'est un herbivore massif et lourd, d'approximativement 15 à 20 pieds de long. Il possède une tête basse qui plane à seulement quelques pouces au-dessus de la boue, scannant constamment en quête des fougères aquatiques spécifiques dont il se nourrit. Sa queue est lourde et se traîne derrière lui, apparemment blindée de nodules osseux ou de pointes. Il se déplace avec un rythme lent et méthodique, complètement indifférent au monde qui l'entoure, confiant dans son armure plus que dans la vitesse pour sa protection. Pour un paléontologue, la description est inconfondible. Elle déclenche une association visuelle immédiate avec la famille Stegosauridae. Les plaques dorsales iconiques, le régime herbivore, la posture basse au sol, la petite tête, tout est là. Mais cette identification crée un paradoxe temporel massif. Selon le registre fossile, les stégosaures furent des icônes de la période du Jurassique. Ils étaient censés être morts des millions d'années avant l'événement d'extinction KT qui a éliminé le T-Rex et le Triceratops. Trouver un stégosaure au Congo n'est pas seulement trouver un survivant, c'est trouver le fantôme d'un fantôme, une lignée qui s'est cachée durant 140 millions d'années. Mais voici le fait avec le Congo. C'est une capsule du temps. Les niveaux de température et d'humidité n'ont pas changé significativement en des éons. Tandis que le reste du monde gelait et dégelait à travers les âges de glace, Likuala était un refuge stable et fumant. C'est un bunker évolutif. L'évidence la plus convaincante de cette créature provient de la recherche de terrain du docteur Roy Mackal.
Durant ses expéditions, il a interviewé Odette Jesonget, une femme locale du village des Bolos. Son récit manquait des ornements mythologiques qui accompagnent habituellement le folklore. Elle n'a pas parlé d'un esprit, elle a parlé d'un ennui. Elle a décrit avoir vu la bête à environ 30 mètres de distance. Elle a décrit les planches sur son dos avec une précision que personne n'aurait pu entraîner. Elle a noté que les plaques n'étaient pas uniformes. Elles étaient plus grandes au centre du dos et plus petites vers la queue. C'est un détail anatomique qui coïncide parfaitement avec la reconstruction fossile de Stegosaurus stenops, un détail qu'une femme dans un village lointain du Congo n'aurait aucun moyen de savoir. La spéculation biologique concernant Mbielu est fascinante. Si c'est un stégosaure, il a évolué significativement. Les stégosaures du registre fossile étaient des brouteurs terrestres de hauteur. Le Mbielu est semi-aquatique. Cela suggère qu'à mesure que le continent africain se déplaçait et que les marais s'étendaient, une population de ces géants cuirassés s'est déplacée vers l'eau pour supporter sa masse massive et réguler sa température. Les plaques sur son dos, dont on a un jour pensé qu'elles étaient pour l'exhibition ou la défense, agiraient comme des tours de refroidissement parfaites dans la chaleur tropicale, dissipant la chaleur corporelle tandis que l'animal demeurait submergé. Combien de ces créatures restent-elles ? Les observations ont diminué à environ 20 ou 30 cas documentés durant les 40 dernières années. Cela suggère une espèce au bord même de son existence, une chandelle finale et vacillante de la période du Jurassique. La tragédie est que nous courons contre le temps. Chaque fois qu'une nouvelle route forestière est construite vers l'intérieur ou qu'un tronçon de rivière est barré pour obtenir de l'énergie hydroélectrique, nous pourrions être en train d'éteindre le dernier des géants à plaques avant que nous ayons la chance de les vérifier. Nguma Monen, la serpentine dentelée. Au plus profond de la région de Dongu-Mataba, où les rivières coulent profond et les courants sont traîtres, il y a une ombre que même les crocodiles les plus agressifs évitent à tout prix. Les locaux l'appellent Nguma Monene. La traduction est trompeusement simple, le grand python. Mais dès que l'on analyse les descriptions, on se rend compte que python est une sous-estimation massive utilisée par des personnes qui tentent de catégoriser un monstre qui défie la catégorisation. Cette bête ne rentre pas dans le profil d'un serpent, elle rentre dans le profil d'un léviathan préhistorique qui domine les voies navigables. Nous parlons d'un titan avec une forme de serpent, estimé entre 40 et 60 pieds de long. Pour mettre cela en contexte, le python réticulé le plus grand enregistré dans l'histoire moderne mesure environ 25 pieds. Le Nguma Monene est dans une classe de poids complètement différente. Son corps est aussi épais qu'un baril de pétrole, couvert d'écailles de couleur brun grisâtre qui ressemblent à de la pierre usée. Mais la caractéristique la plus terrifiante, celle qui le distingue de n'importe quel serpent connu, est la crête. Le long de toute sa colonne vertébrale court une voile osseuse et dentelée. Elle mesure environ 2 pieds de haut et ressemble au bord d'un couteau de survie, coupant l'eau tandis que la bête se déplace. C'est un prédateur alpha. Tandis que Mokelembembe est un herbivore territorial qui veut seulement qu'on le laisse seul, le Nguma Monene est un chasseur. On dit qu'il terrasse des hippopotames, des lamantins grands et même des crocodiles adultes. Les témoins le décrivent embusquant des proies près des rives des fleuves, les saisissant avec des mâchoires massives et traînant la victime dans les canaux profonds du fleuve où il peut s'alimenter en paix. Crucialement, le mouvement de l'animal est incorrect pour un serpent. Un serpent nage en courbe en S, ondulant de côté en côté. Il est rapporté que le Nguma Monen se déplace avec un mouvement rectiligne, poussant son poids massif vers l'avant en ligne droite, similaire à une chenille, mais avec la vitesse d'une torpille. Quand il rampe par terre, ce qu'il fait rarement, il laisse une trace dans la boue qui donne l'impression qu'un petit tracteur est passé, une dépression large et lourde sans marque de traînée latérale. Une rencontre en particulier a sorti cette créature du règne du mythe et l'a portée à la lumière d'une réalité terrifiante. En 1971, le pasteur Joseph Ellis, un missionnaire américain, a eu une rencontre face à face avec ce cauchemar. Il voyageait dans un canoë creusé motorisé par le fleuve Mataba. C'était un homme de Dieu, non adonné à l'exagération, et il connaissait bien la faune locale. Il a vu quelque chose se déplaçant près de la rive qu'il n'a pas pu identifier. À mesure qu'il s'approchait, la créature n'a pas fui. Elle est sortie de l'eau. Ellis a estimé la partie visible de l'animal à plus de 30 pieds, avec une longue queue encore submergée. Il a décrit la couleur comme un brun grisâtre,
se mélangeant parfaitement avec la boue. Mais ses yeux furent attirés par le dos. Il a décrit la crête dentelée comme une scie ou une rangée de diamants. Il a observé, figé par la terreur, comment la bête naviguait lentement par le banc de boue et disparaissait dans la haute herbe à éléphants, faisant un son comme de la végétation écrasée qui a pu être entendu durant des minutes après qu'elle a disparu. Alors, que regardons-nous? Le nom Grand Python est probablement un nom inapproprié basé sur la forme de son corps. L'anatomie pointe vers quelque chose de beaucoup plus ancien et beaucoup plus dangereux. La voile dentelée et la nature semi-aquatique suggèrent fortement un lien avec les Spinosauridés. Spécifiquement, cela coïncide avec le profil d'un Spinosaurus, le théropode aquatique avec voile qui était en réalité plus grand que le T-Rex. Nous savons que le Spinosaurus a vécu dans le nord de l'Afrique. Nous savons qu'il était adapté pour nager, avec des os denses et une queue en forme de rame. Tandis que le Spinosaurus fossile avait une voile massive et proéminente utilisée pour l'exhibition, le Nguma monene pourrait être un descendant spécialisé. Dans les voies navigables étroites et sinueuses de la jungle du Congo, une voile de 6 pieds serait un encombrement, s'accrochant dans les branches basses. L'évolution peut avoir sélectionné une crête plus basse et dentelée, meilleure pour le camouflage, meilleure pour manœuvrer, mais conservant les bénéfices thermorégulateurs. Cette théorie transforme le Nguma monene d'un grand serpent en un dinosaure aquatique survivant. C'est le prédateur d'embuscade ultime, un rappel que dans les eaux noires de la jungle, vous n'êtes jamais au sommet de la chaîne alimentaire. Les observations sont rares, seulement 3 ou 4 rapports importants durant les 50 dernières années, mais ils sont viscéraux. Ils décrivent une créature qui ne fait pas seulement partie de l'environnement, elle est le maître de celui-ci. Dans un monde où nous sommes encore en train de découvrir de nouvelles espèces de baleines et de calmars géants, est-il si difficile de croire qu'un prédateur aquatique de 50 pieds se cache dans les millions d'acres de systèmes fluviaux africains inexplorés? Nous laissons maintenant l'humidité suffocante des marais. Nous nous déplaçons vers la terre ferme, les savanes, les déserts rouges et les salars. Ici, les monstres n'ont pas le luxe de l'eau trouble pour se cacher. Ils doivent se fier à l'agression, la vitesse et la pure immensité de la nature pour demeurer sans être détectés. Ce sont les titans de la Terre, les créatures qui suggèrent que l'ère des dinosaures ne s'est jamais réellement terminée sur les continents du Sud. Ngubu, le guerrier de la savane. Notre voyage nous emmène au nord, hors du bassin du Congo et vers l'herbe haute et le soleil brûlant de la savane au Cameroun. C'est une terre de lions, d'éléphants et de léopards, la mégafaune africaine classique. Mais il y a un autre joueur sur le terrain, un que les pygmées locaux craignent plus que n'importe quel félin. Ils l'appellent le Ngubu. À la différence des géants gentils des plaines, cette créature est construite pour la bataille. Le Ngubu est plus petit que les Melantuka qui habitent les marais, approximativement de la taille d'un bœuf massif ou d'un petit rhinocéros. Mais il est construit pour le combat pur et sans adultère. C'est une bête quadrupède avec une peau écailleuse et une collerette osseuse lourde autour de son cou. Mais la caractéristique définissant est l'armement. On dit que le Ngubu a 6 cornes distinctes qui dépassent de sa collerette, ensemble avec une paire de cornes plus petites sur son museau. C'est une créature d'agression intense. Elle possède un tempérament qui fait qu'un rhinocéros paraît docile. On sait qu'elle charge des éléphants mâles, non par peur, mais par dépit territorial. Les témoins décrivent le Ngubu baissant la tête, montrant la couronne de cornes et faisant reculer les défenses des éléphants avec une force impactante. Il utilise son arsenal naturel pour corner et éloigner les géants de leur zone de pâturage. C'est une créature de la savane ouverte, mais elle est rarement vue par des étrangers car elle est incroyablement élusive, se déplaçant vers le fourré épais et les grottes de pierre calcaire de la région à la première marque de présence humaine. Le lien entre cette bête agressive et les anciens dinosaures à cornes s'est solidifié durant une expédition de recherche au début du millénaire. Quand les explorateurs William Gibbons et John Wetzel ont voyagé au Cameroun en l'an 2000, ils ont apporté avec eux un guide de terrain avec des illustrations de dinosaures. Ils ont parlé avec les anciens pygmées, des hommes qui avaient passé toute leur vie dans la jungle et connaissaient chaque animal par sa silhouette. Quand ils ont tourné la page jusqu'au Styracosaurus, un dinosaure cératopsien caractérisé par une collerette avec des pointes, les anciens les ont arrêtés. Ils n'ont pas seulement reconnu l'animal, ils ont commencé à décrire son comportement, son régime de tubercules et de racines, et ses batailles territoriales avec les éléphants. Ils l'ont identifié comme le Ngubu.
Cette preuve de reconnaissance visuelle est le standard d'or de la cryptozoologie. On ne peut pas feindre l'étincelle immédiate de reconnaissance dans les yeux d'un chasseur qui voit un animal qu'il connaît. Le ngoubou représente un puzzle biologique. Si c'est un cératopsien, c'est la preuve vivante qu'une lignée de dinosaures a migré vers l'Afrique et a évolué pour survivre dans le paysage changeant. Pourtant, la rareté des observations suggère une population en chute libre. Certains chercheurs croient que le ngoubou est en train de s'effondrer, avec seulement quelques dizaines d'individus restant dans les coins les plus reculés de la savane. Nous pourrions être témoins du crépuscule final d'une espèce qui a lutté pour sa place sur cette planète durant 70 millions d'années. Kasai Rex, le tyran de la vallée. En 1932, une histoire a surgi de la vallée de Kasai au Congo, qui semblait arracher des pages d'un roman d'aventure bon marché. Un propriétaire d'une plantation suédoise nommé John Johnson voyageait avec un serviteur à travers le sol de la vallée exubérante et couverte de broussailles quand ils sont tombés sur une scène de carnage absolu. Ce qu'ils ont vu fut un rappel brutal que la chaîne alimentaire préhistorique pourrait être encore active. Ils ont vu un rhinocéros, une bête de 2 tonnes de muscles et de cornes, être absolument démantelé par un prédateur qui ne devrait pas exister. Johnson a décrit un titan bipède d'approximativement 40 pieds de long, avec une tête massive et carrée et des dents de la taille de dagues. La créature était d'une couleur rouge intense, comme de coups, la couleur du sang séché, ce qui lui permettait de se mélanger avec les ombres rougeâtres du sol de la vallée à la tombée de la nuit. Selon le rapport, la créature a terminé son repas et ensuite a disparu parmi la broussaille avec une vitesse qui défiait sa taille massive. Maintenant, nous devons aborder l'éléphant dans la pièce, la photo. Une image granulée a surgi peu après le rapport, prétendant montrer le Kasai Rex debout sur un rhinocéros mort. Pour les yeux modernes, c'est un canular clair, probablement un découpage placé sur une photo d'un rhinocéros. Mais voici la nuance que les sceptiques négligent. L'histoire n'a pas commencé avec la photo. La photo fut une tentative bon marché d'un promoteur pour capitaliser sur une légende qui existait déjà. La photo est fausse, la légende est antique. Durant des siècles, les tribus de la région de Kasai ont parlé d'un grand lézard qui marche sur ses pattes postérieures. Ils décrivent un carnivore bipède qui chasse dans les vallées profondes, une créature si puissante que même les chasseurs les plus habiles refusent de la traquer. Ils l'appellent par des noms qui se traduisent comme « celui qui mange la terre ». Bien que le Tyrannosaurus Rex soit le prédateur bipède le plus fameux, il n'a jamais vécu en Afrique. Pourtant, le continent africain fut une fois le royaume du Carcharodontosaurus, le lézard avec des dents de requin. Ce prédateur était en réalité plus grand et plus agile que le T-Rex. Il avait un crâne plus étroit et des dents dentelées conçues pour couper la chair au lieu de broyer l'os. Est-il possible que le Kasai Rex soit une relique de cette lignée africaine? Dans une vallée aussi isolée et accidentée que le Kasai, un lieu où la forêt est si épaisse et le terrain si escarpé que des tribus entières demeurent sans contact jusqu'à ce jour, un prédateur de premier niveau pourrait régner durant des millions d'années sans jamais entrer en contact avec la civilisation moderne. Nous parlons d'une région de la Terre qui est effectivement une forteresse biologique. Pourquoi un prédateur de 30 pieds ne pourrait-il pas s'y cacher? Burundjor, l'antique bourreau d'Australie. Notre recherche nous éloigne maintenant des jungles épaisses d'Afrique et nous emmène au cœur rouge et poussiéreux d'Arnhem Land dans l'outback australien. L'Australie est un continent d'animaux étranges, une île massive qui s'est séparée du reste du monde et s'est éloignée de son côté, devenant un lieu où la nature a pris un chemin différent. C'est une terre qui a maintenu les animaux avec poche en sécurité quand le reste du monde a choisi les mammifères et a maintenu vivantes les anciennes familles de reptiles bien après qu'elles aient disparu dans tous les autres lieux. Mais vivant parmi les kangourous, crocodiles et koalas, il y a une légende que le peuple aborigène a partagée durant plus de 40 000 ans appelée le Burundjor. Pour comprendre réellement le Burundjor, il faut comprendre la terre elle-même, car Arnhem Land n'est pas un parc touristique. Ce sont plus de 37 000 milles carrés de campagnes sauvages, remplies de falaises rocheuses, de forêts épaisses et de larges espaces ouverts qui sont encore très difficiles à traverser. C'est un lieu où le temps semble s'arrêter, où le passé antique et le présent occupent le même espace chaud et poussiéreux. Ici, les histoires de cette créature coïncident avec la forme terrifiante du corps d'un chasseur de 2 pattes construit pour la chasse.
Ce n'est pas un mythe né de la confusion ou un cas de confondre un lézard grand avec un monstre. Ceci est un récit de témoins peint à l'argile rouge sur les parois de grottes antiques, un avertissement transmis à travers les familles durant des milliers d'années. Le Burunjor est décrit de la même manière par presque tous comme un mangeur de viande de 20 à 25 pieds de hauteur qui marche sur deux pattes. Il a des bras minuscules et inutiles qui semblent trop petits pour saisir quoi que ce soit, des pattes postérieures fortes construites pour courir vite et une tête énorme remplie de dents tranchantes. Il a une peau écailleuse, mélangée avec des couleurs brunes et grises pour se fondre avec les buissons, et parfois il est décrit avec une ligne de plumes simples, ressemblant à des poils, le long de son dos ou de sa queue. Ce détail sur les plumes est très étrange, car il provient d'histoires racontées des milliers d'années avant que les scientifiques ne découvrent que beaucoup de dinosaures avaient en réalité des plumes. Comment les anciens narrateurs pourraient-ils savoir ajouter ce détail tant de temps avant que les gens ne commencent à déterrer des os de dinosaures du sol? Dans les années 1950, la légende est devenue une réalité terrifiante pour les éleveurs dans le territoire du Nord. À mesure que le business du bétail avançait vers les zones sauvages, les travailleurs ont commencé à s'installer sur des terres qui avaient été laissées seules durant des siècles. Ils ont commencé à trouver leurs animaux de ferme, des taureaux énormes et lourds, morts dans les buissons. Mais ils n'ont pas été seulement éliminés, ils ont été déchirés. Les éleveurs ont trouvé des taureaux avec leur dos fendu en deux et leur corps partiellement mangé, non par une meute de chiens sauvages, mais par quelque chose avec une puissance de mâchoire énorme et broyeuse. La scène de ces éliminations n'avait souvent aucun sens. Il n'y avait pas de marque de traînée qui suggérerait une attaque de crocodile depuis le fleuve, et il n'y avait pas de signe que des personnes l'avaient fait. À la place, le sol autour des animaux morts montrait souvent une paire d'empreintes massives de 3 doigts, ressemblant à celles d'un oiseau. Ces empreintes, pressées profondément dans la terre sèche, mesuraient jusqu'à 3 pieds de large et s'éloignaient vers le désert, avant de disparaître dans la roche dure des falaises. Les pisteurs locaux, des hommes qui pouvaient lire la terre comme un livre et voir où un lézard s'était déplacé à travers une roche, refusaient souvent de suivre ces empreintes spécifiques car ils savaient ce qui les faisait. Ils savaient que le vieux compagnon marchait et le suivre était chercher les ennuis. La peur parmi les éleveurs était très réelle. Durant ce temps, les rapports ont inondé sur un lézard géant qui courait sur 2 pattes. Les travailleurs locaux revenaient aux maisons des stations pâles et effrayés, disant que les chevaux criaient et refusaient d'entrer dans certaines vallées. Ils parlaient d'une créature qui pouvait courir plus vite qu'un cheval au galop, un monstre qui chassait durant la journée et rugissait durant la nuit. Ceci n'était pas seulement une histoire de fantômes racontée autour d'un feu de camp. Ceci était un problème réel qui impliquait des animaux perdus et une sérieuse menace pour la sécurité. Les observations modernes suggèrent que cette créature n'est pas seulement une histoire antique, mais un animal vivant qui rôde sur les routes tranquilles et les parties vides du pays. En 1985, une famille qui voyageait par la zone a rapporté une observation qui est passée aux nouvelles et a effrayé les locaux. Ils conduisaient près du fleuve Roper, un lieu connu pour se sentir très antique et sauvage, quand ils ont vu une créature traversant la route à la lumière de leur voiture. Ce n'était définitivement pas un kangourou, car la façon dont elle se déplaçait était complètement incorrecte. Un kangourou saute, utilisant sa queue pour s'équilibrer dans un mouvement de haut en bas, mais cette créature courait. Elle se déplaçait avec une vitesse terrifiante, ressemblant à celle d'un oiseau, maintenant son énorme queue droite pour s'équilibrer avec son corps plat au sol et sa tête vers l'avant. Elle était plus haute que leur voiture. Tandis que la famille accélérait de peur, ils ont décrit une forme qui est instantanément reconnaissable pour quiconque a vu une image de la vie préhistorique. C'était la description parfaite d'un dinosaure carnivore, spécifiquement un chasseur ressemblant à un raptor ayant grandi jusqu'à une taille énorme. Ceci nous amène là où l'art rencontre la science. Les peintures aborigènes de la zone montrent des créatures qui ressemblent presque exactement à un type de dinosaure rapide et mortel qui a un jour vécu en Australie. Ces peintures ne sont pas seulement des formes qui représentent des esprits, elles ressemblent à des dessins réels de parties du corps. Elles montrent la forme spécifique du pied, l'équilibre de la queue, la courbe des griffes et la pose de chasse. Dans certaines grottes d'art rupestre, ces créatures sont dessinées juste à côté d'animaux normaux, comme des wallabies et des émeus,
ce qui suggère qu'elle faisait partie du monde réel, non du monde spirituel. Les artistes peignaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils chassaient ou ce qui les chassait eux. Certaines personnes vous diront que le Burunjor est seulement une histoire, un tour de l'esprit causé par le paysage dur, ou peut-être un souvenir d'un lézard géant qui s'est éteint il y a longtemps. Ils argumentent que les gens exagèrent et qu'un lézard grand vu à travers les ondes de chaleur peut ressembler à un monstre. Mais les détails ne collent pas, car le lézard géant était un reptile rampant et bas, comme une version énorme d'un dragon de Komodo. Il ne courait pas sur deux pattes et il ne poursuivait pas de voitures à 40 miles par heure. Le Burunjor agit de manière différente. C'est un chasseur actif qui court sur deux pieds. De plus, il y a un détail physique rapporté par les éleveurs dans les années 1970 et 80 qui fait que les histoires semblent beaucoup plus vraies. Ils ont rapporté avoir entendu un son qu'ils ne pouvaient pas expliquer, une vibration basse qui semblait venir du sol lui-même, un son qui faisait que leurs chevaux fuyaient terrorisés avant que le monstre n'arrive. Ceci n'était pas un cri ou un hurlement, c'était une sensation de bourdonnement profond dans la poitrine. La science appelle cela infrason. C'est une capacité connue d'animaux modernes, grands comme les tigres et les éléphants, et probablement aussi du T-Rex. Ces ondes de son basses peuvent voyager de longues distances à travers le sol et sont utilisées pour étourdir les proies ou parler avec d'autres animaux qui sont loin. Quand un tigre rugit, le son profond peut littéralement figer la proie de peur. Le fait que les éleveurs, il y a 50 ans, décrivaient cette sensation spécifique suggère qu'ils se sont rencontrés avec une créature qui avait les parties du corps pour faire ce son. Le Burunjor pourrait-il être en train d'utiliser la même méthode antique pour chasser aujourd'hui ? La survie d'une telle créature en Australie n'est pas aussi impossible qu'elle le paraît. Nous devons nous rappeler qu'on pensait qu'un certain type de poisson préhistorique avait disparu durant des millions d'années jusqu'à ce qu'un soit capturé dans un filet de pêche en 1938. Le Burunjor vit dans une zone avec très peu de gens et des espaces énormes auxquels les voitures ne peuvent pas arriver. Les terres rudes du territoire du Nord ont des grottes, des vallées et des points d'eau que les humains visitent rarement. Dans une terre où une personne peut marcher 100 milles sans voir une autre âme, un groupe de chasseurs d'élite pourrait facilement se maintenir cachés, spécialement s'ils sortent seulement l'après-midi ou tôt le matin pour éviter le soleil chaud. Nous restons avec une image terrifiante. Nous avons les histoires de la culture la plus ancienne de la Terre. Nous avons la preuve physique de bétail mort qui ne peut pas être expliquée par des animaux normaux. Nous avons des récits de témoins d'officiers de police, d'éleveurs et de touristes qui remontent à des décennies et décrivent exactement la même créature. Et nous avons la possibilité que ce continent ait toujours été un lieu sûr pour des choses étranges et antiques. Le Burunjor est plus qu'une histoire de feu de camp. C'est un point d'interrogation qui pend sur l'outback australien. Tandis que nous nous asseyons dans nos maisons confortables, convaincus que nous avons cartographié tout le monde et nommé chaque animal, quelque chose de massif se déplace à travers les buissons d'Arnhem Land. Il observe depuis les ombres des falaises rocheuses. Ses pieds de 3 doigts laissent des empreintes dans la poussière rouge que le vent effacera le matin. C'est un rappel que le monde continue d'être sauvage et que certains monstres ne vivent pas seulement dans le passé. Ils sont là-bas, maintenant même, attendant que se couche le soleil. La poussière rouge se dépose, le bourdonnement profond se déplace à travers la terre et le Burunjor commence sa chasse. Le monstre d'Arica, le coureur silencieux. Désert d'Atacama au Chili. Ce n'est pas un désert ordinaire. C'est le lieu le plus sec de la planète. Il y a des zones ici où n'est pas tombée une seule goutte d'eau en 4 siècles. C'est un paysage de sel, de silence et de lumière solaire si violente qu'elle semble vouloir vous effacer de l'existence. Mais en l'an 2004, le silence d'Atacama fut rompu par quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Imaginez-vous conduisant sur la route panaméricaine à 3 heures du matin. L'isolation est absolue. Vos phares sont le seul couteau qui coupe l'obscurité. Soudain, vous voyez des ombres se déplaçant à une vitesse inhumaine. Ce n'est pas un chien, ce n'est pas une autruche. La famille Abet de la Torre Diaz et plusieurs autres membres du personnel militaire qui conduisaient par ce tronçon de route n'oublieront jamais ce qu'ils ont vu, une meute de créatures entourant leur véhicule. Ils les ont décrits comme des dinosaures bipèdes, de presque 7 pieds de hauteur, avec une peau grise écailleuse et une posture qui rappelait celle d'un kangourou, mais avec la face d'un prédateur.
Ceux-ci n'étaient pas des géants corpulents comme le Kasai-Rex. Ceux-ci étaient des chasseurs sveltes et agiles. C'est le monstre d'Arica. Ce n'est pas un spectre, c'est un coureur. On dit que ces créatures se déplacent en petites meutes, utilisant leurs puissantes pattes postérieures pour traverser des milles de salar en question de minutes. Les témoins parlent d'une agilité terrifiante, une capacité pour sauter des obstacles qu'aucun mammifère moderne ne possède. Quand on compare avec le registre fossile, l'anatomie de ces créatures suggère une lignée de prédateurs intelligents qui chassent en meute. Si vous regardez un livre de texte de paléontologie, la description du monstre d'Arica colle presque parfaitement avec un dromaeosaure, la famille qui inclut le vélociraptor. Ils sont des chasseurs sociaux, rapides et extrêmement intelligents. Dans un désert où la nourriture est rare, un prédateur qui peut couvrir de vastes distances sans transpirer et chasse en groupe aurait un avantage évolutif massif. Comment survivent-ils dans le lieu le plus sec de la Terre ? Certains chercheurs suggèrent qu'ils s'alimentent de vie marine sur les côtes désertes ou d'oiseaux migrateurs, utilisant le vaste réseau de grottes de sel pour se réfugier du soleil brûlant. L'Atacama est si vaste et si vide que vous pourriez cacher une armée de ces coureurs et ne jamais les trouver. Ils sont les survivants ultimes, adaptés à un monde qui les veut morts. Ils sont un rappel que même dans les lieux les plus inhospitaliers de la Terre, nous sommes observés par des yeux qui ont cligné depuis l'aube des temps. Mehuru, le tank cuirassé du Rift. Depuis les salars secs du désert chilien, nous volons à travers l'océan jusqu'au cœur fumant de la grande vallée du Rift au Kenya. On l'appelle souvent le berceau de l'humanité, le sol même où nos ancêtres ont fait leurs premiers pas érigés il y a des millions d'années. Mais selon les récits murmurés des missionnaires et les histoires racontées par les tribus locales autour de leur feu de joie, nous ne sommes pas les seuls à réclamer ce territoire sauvage. Un voyage de routine par la jungle est devenu une rencontre préhistorique pour deux missionnaires dévoués qui pensaient connaître les dangers de la jungle. Imaginez Cal et Marion Bombay, un couple qui avait dédié sa vie à travailler dans la jungle et était accoutumé aux chemins difficiles et à la chaleur. En 1963, ils conduisaient par une zone reculée et enchevêtrée du Kenya, le type de lieu où les cartes cessent d'être utiles. En tournant un virage, ils sont tombés sur un obstacle qui les a laissés paralysés par le choc. Au bord de la route, un animal énorme était en train de se reposer. Il mesurait presque 13 pieds de long et les regardait avec des yeux qui ne montraient pas de peur. Simplement, il s'en fichait qu'il soit là. Ce n'était pas un rhinocéros, ni un buffle. Il était couvert d'épaisses plaques osseuses, ressemblant à un tank de guerre vivant fait de chair et d'os. Il avait une queue lourde et basse qui se terminait par une grande masse osseuse, et une série de crêtes triangulaires tranchantes parcouraient son dos comme les dents d'une scie. Ils l'appelèrent le Muhuru. Les Bombay observèrent la créature durant 20 minutes, terrorisés de faire un son. L'animal montrait une confiance absolue en sa propre sécurité. Il savait que rien dans la jungle ne pouvait lui faire de mal. Quand il s'est finalement lassé de la présence humaine, il n'a pas fui. Il s'est retourné lentement et a disparu parmi l'épaisse broussaille, cassant des jeunes arbres et écrasant des buissons comme s'ils n'étaient de rien de plus que des brindilles sèches. Cette créature représente une forteresse vivante, un design corporel si parfait qu'il s'est refusé à s'éteindre. Pour un scientifique qui étudie les fossiles, la description du Muhuru n'est pas un mystère. C'est une image parfaite d'un ankylosaurus. Ceux-ci étaient les chevaliers du monde des dinosaures, protégés par une lourde armure que même un T-Rex ne pouvait pas casser facilement. Ils étaient censés avoir disparu il y a 66 millions d'années quand l'astéroïde a impacté. Mais la vallée du Rift est un lieu spécial. Elle est pleine de volcans et de vallées profondes et changeantes. Elle est pleine de grottes chaudes et de forêts isolées qui sont demeurées inaltérées durant des éons. Est-il possible qu'un mangeur de plantes avec une armure lourde ait survécu ici ? Le Muhuru n'a pas besoin de vitesse pour survivre, il a seulement besoin de sa carapace et de sa queue mortelle. Dans un monde de lions et de léopards, rien ne peut mordre le dos d'un ankylosaurus. C'est un survivant, une forteresse d'os qui a décidé d'ignorer le passage du temps. Kayaimunu, le seigneur des faux. Nous naviguons maintenant vers les denses et vertes îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, concrètement vers l'accidentée île de Nouvelle-Bretagne. C'est l'un des lieux les plus sauvages et les moins explorés qui restent sur notre planète. Ici, le sol est si accidenté et la jungle si épaisse que la seule forme de se déplacer est à pied ou en ramant en canoë par la côte. Et c'est ici, dans ce monde perdu, que vit le Kayaimunu.
Les témoins décrivent une créature qui brouille la ligne entre la terre et la mer, un géant qui s'alimente dans les cimes des arbres hauts et nage dans les eaux profondes de l'océan. Imaginez être sur une plage déserte à l'aube et voir quelque chose qui ressemble au cou d'une girafe surgissant des vagues de l'océan. Le Kaya-Imunu est décrit comme une créature de 2 pattes de 20 pieds de hauteur, avec un cou long et élégant. Mais il a une caractéristique qui glace le sang de celui qui la voit. Ses mains se terminent par des griffes tranchantes de 3 pieds de long, courbées comme les lames de la faulx d'une faucheuse. Des témoins, comme le chercheur Brian Irwin, ont passé des années recueillant des histoires de villageois qui ont vu cette créature. Ils la décrivent mangeant des feuilles dans les cimes des arbres les plus hauts et, ce qui est plus surprenant, nageant entre les îles avec la tête en haut au-dessus de l'eau. On dit que le Kaya-Imunu utilise ses terrifiantes griffes non pour éliminer d'autres animaux, mais pour faire descendre des lourdes branches chargées de fruits et de feuilles, agissant comme un jardinier géant de la jungle. Cette étrange forme corporelle pointe vers l'un des dinosaures les plus rares de l'histoire, un que la nature semble avoir oublié d'effacer. La description coïncide exactement avec le Therizinosaurus. Ce fut l'un des dinosaures les plus étranges qui ait jamais marché sur la Terre. Il avait les griffes les plus longues de l'histoire du règne animal, mais c'était un paisible mangeur de plantes. Voir un animal ainsi au XXIe siècle serait comme voir un fantôme. Mais dans les îles de Papouasie, où il y a de la nourriture en abondance et très peu de gens, le Kaya-Imunu pourrait avoir trouvé le lieu sûr parfait. C'est un lieu où ces griffes géantes ne sont pas des armes de guerre, mais des outils pour la survie dans un paradis oublié. Kongamato, le casseur de bateaux. Nous retournons au continent africain, au plus profond des marais de Djundu en Zambie. Ici, l'eau n'est pas ton amie. Elle est sombre, stagnante, et elle est pleine d'insectes qui piquent, de crocodiles et d'une créature qui domine l'air avec un contrôle total. Les locaux l'appellent Kongamato. Le nom n'est pas seulement une étiquette, c'est un avertissement. Dans leur langue, il se traduit comme celui qui casse les bateaux. Les voyageurs de ces marais se confrontent à une menace du ciel qui attaque avec la vitesse et la violence d'un cauchemar devenu réalité. Imaginez que vous êtes en train de ramer dans votre petit canoë par un étroit canal d'eau. Le soleil est en train de se coucher et une brume épaisse commence à surgir du marais. Soudain, vous entendez le craquement du bois et une énorme ombre bloque la lumière restante. Le Kongamato n'est pas un oiseau. Il n'a pas de plumes. Ses ailes sont de peau lisse et rougeâtre et elles s'étendent jusqu'à une largeur de presque 23 pieds. Son bec est plein de dents tranchantes et se termine par une pointe dure qui peut perforer le bois d'un radeau. En 1923, l'explorateur Frank Melland a écrit sur la terreur que causait cette créature. Les villageois lui montrèrent des dessins de l'animal et il l'a reconnu instantanément comme un ptérodactyle. Ce ne fut pas seulement une supposition, c'était une coïncidence exacte. Le Kongamato est connu pour être extrêmement méchant. On dit qu'il attaque tout ce qui bouge dans son territoire, se lançant depuis les arbres hauts avec une vitesse qui ne te donne pas le temps de te défendre. Le fait que ce prédateur volant puisse continuer d'exister défie tout ce que nous croyons savoir sur l'extinction. La science dit que les reptiles volants sont morts il y a des millions d'années parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les oiseaux. Mais dans les marais de Zambie, où il est difficile de voir et les arbres sont épais, un planeur silencieux avec des dents aurait un avantage énorme sur n'importe quel oiseau moderne. Le Kongamato est un rappel que, avant que les humains dominent la Terre, quelque chose de beaucoup plus sombre dominait l'air. Et dans les marais de Djundu, il semble qu'ils n'aient jamais renoncé à leur couronne. Ropen, le démon lumineux d'un bois. Nous traversons de nouveau l'océan jusqu'à l'île d'Umbwa, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, le mystère prend un tournant qui semble presque surnaturel. Les locaux parlent du Ropen, un démon volant qui non seulement chasse dans l'obscurité, mais apporte sa propre lumière avec lui. Les rencontres avec cette créature décrivent un prédateur brillant qui transforme le ciel nocturne en son propre terrain de chasse privé. Imaginez être dans la jungle à minuit. Il fait si noir que vous ne pouvez pas voir vos propres mains devant votre face. Soudain, vous voyez une lumière pâle, une lueur vert jaunâtre, se déplaçant silencieusement par les cimes des arbres. Ce n'est pas un drone, ni un avion. C'est le Ropen. Les témoins décrivent un reptile volant avec une longue queue qui se termine en forme de diamant et qui brille de l'intérieur tandis qu'il vole. Des chercheurs comme Jonathan Whitcomb ont passé des années notant ces observations.
Le Ropen est un pêcheur nocturne qui parcourt l'océan en quête de nourriture, mais on dit aussi qu'il a un régime beaucoup plus sombre, creusant parfois dans les tombes pour manger ce qui reste derrière. C'est une créature qui semble sortie d'un film d'horreur, mais pour les gens qui vivent à Umbwa, elle est aussi réelle que la mer elle-même. Cette étrange capacité de briller suggère un tour de survie qui utilise la lumière comme arme dans l'obscurité totale. La forme du Ropen, la longue queue avec la pointe de diamant, le bec plein de dents, les ailes coriaces, collent parfaitement avec le Rhamphorhynchus, un reptile volant de la période du Jurassique. La lumière brillante pourrait être une forme d'attirer les poissons curieux à la surface de l'eau dans la nuit close du Pacifique. Si le Ropen est réel, il représente une famille d'animaux qui a appris à utiliser la lumière pour chasser dans un monde d'ombre. C'est le fantôme du Jurassique, brillant dans l'obscurité de nos jours. Olisiau, le murmure des grottes. Dans les montagnes Asumbo du Cameroun, il y a un lieu où la jungle laisse place à la pierre tranchante et dentelée. Ici, au plus profond des crevasses de la Terre, il y a des systèmes de grottes si profonds et sombres que l'air à l'intérieur semble avoir été piégé durant 1000 ans. C'est une partie du monde que les cartes ont oubliée, un paysage vertical de brume et de pierres résonnantes. Et c'est ici, dans l'obscurité palpitante des montagnes, que l'Olisiau a son foyer. Les histoires des villages locaux ne sont pas de fantômes ni d'esprits. Elles sont sur un animal physique, une créature de chair et d'os qui domine le ciel nocturne. Ils l'appellent le démon des grottes, mais la peur qu'il inspire est très réelle. Les locaux disent que l'Olisiau sort seulement quand la lune est cachée par des nuages épais. Il se déplace avec un silence total, une ombre qui glisse sur le fleuve, sa présence seulement connue par le soudain claquement de ses mâchoires ou le souffle de vent de ses énormes ailes. Durant des années, ces histoires furent écartées comme du folklore, de simples contes de peur pour maintenir les enfants près du feu par la nuit. Mais l'effrayante rencontre d'un homme dans les années 30 a révélé un prédateur qui domine le monde souterrain avec une capacité terrifiante. En 1932, l'expert en nature et fameux explorateur Ivan Sanderson dirigeait une expédition au cœur des montagnes Asumbo. Sanderson était un homme qui ne s'effrayait pas facilement. Il avait voyagé par tout le monde et vu des animaux avec lesquels la plupart des gens rêvent seulement. Il était là pour étudier l'étrange faune de la région, concrètement les chauves-souris qui vivaient le long des rapides rivières de montagne. Une après-midi, Sanderson pataugeait dans une rivière, avec l'eau froide jusqu'à la ceinture. Le soleil venait de se coucher et le crépuscule rendait le monde gris et sombre. Il était concentré sur son travail, attendant que sortent les chauves-souris. Soudain, son compagnon lâcha un cri de pure terreur et se plongea sous l'eau. Sanderson leva la vue et ce qu'il vit changea sa vie pour toujours. Une créature de la taille d'un aigle royal, mais avec une face de démon et une peau de reptile, se lança directement contre lui. Elle ne battait pas des ailes comme un oiseau, elle planait comme un cerf-volant, coupant l'air avec une visée mortelle. Sanderson se lança à l'eau pour éviter l'attaque. En sortant à la surface, haletant pour l'air, il put voir clairement la bête tandis qu'elle s'éloignait, retournant monter au ciel nocturne. Il décrivit une créature qui défiait toutes les règles de la biologie moderne. Elle avait des ailes qui mesuraient presque 13 pieds de large. Mais ce n'étaient pas des ailes d'oiseau faites de plumes. Elles étaient coriaces et noires, comme les ailes d'une chauve-souris, mais beaucoup plus fortes. La partie plus terrifiante, cependant, était la bouche. Quand la créature ouvrit les mâchoires pour crier, Sanderson vit une bouche pleine de dents blanches et tranchantes, espacées comme les dents d'une scie. Sanderson connaissait les animaux. Il savait que les chauves-souris ont des dents petites et serrées pour manger des bestioles ou des fruits. Il savait que les oiseaux ont un bec. Ceci n'était aucune des deux choses. C'était une mâchoire faite pour déchirer la chair. Elle ressemblait à la bouche d'une créature qui aurait dû mourir il y a des millions d'années. Quand il retourna au campement, tremblant et pâle, il demanda aux guides locaux pour le monstre. Ils ne furent pas surpris. Ils acquiescèrent solennellement et lui dirent qu'ils s'étaient rencontrés avec l'Olisiau. Ils l'avertirent que cette créature était le grand-père des chauves-souris, un gardien jaloux qui attaquait quiconque envahissait son territoire. Il croyait qu'elle vivait dans les grottes les plus profondes et inaccessibles des parois escarpées des falaises, des lieux où aucun humain ne pourrait jamais grimper. Cette créature suggère que les montagnes ont gardé des secrets plus anciens que la race humaine. À la différence de ses cousins du Marais, comme le Kongamato, l'Olisiau semble être un maître des hauteurs.
Il utilise les forts courants de vent des montagnes pour planer durant des kilomètres sans battre des ailes, conservant son énergie. Durant la journée, il se retire dans les grottes profondes et fraîches pour se cacher du soleil et d'autres prédateurs. Si un groupe de reptiles volants, ptérosaures, se réfugiait dans les profonds systèmes de grottes d'Afrique centrale, ils auraient été à l'abri du climat changeant qui a éliminé les dinosaures dans le reste du monde. Les grottes maintiennent une température constante durant toute l'année. Ce sont des refuges parfaits. Si ces créatures s'adaptaient à manger des poissons des rivières de montagne ou des chauves-souris plus petites, elles pourraient avoir survécu dans ces forteresses de pierre durant des millions d'années, totalement isolées du reste du monde. L'Olysio est le gardien des secrets de la montagne. C'est un prédateur qui nous rappelle que certaines portes ne doivent jamais être ouvertes et certaines grottes ne sont pas vides. Ce sont des salles d'attente du passé, occupées par des choses qui ne nous voient pas comme des explorateurs, mais comme des proies. Nessie, l'énigme de l'abîme écossais. Nous ne pouvons pas parler de survivants sans présenter nos respects à la plus fameuse d'entre eux, Nessie. Pour comprendre le monstre, d'abord il faut comprendre son foyer. Le Loch Ness, dans les hautes terres d'Écosse, n'est pas seulement un lac, c'est une cicatrice géante dans la terre. Il a 23 000 de long, 1 000 de large et plus de 750 pieds de profondeur. Pour que vous vous fassiez une idée de son énorme taille, le Loch Ness contient plus d'eau douce que tous les lacs d'Angleterre et du pays de Galles réunis. C'est un abîme aquatique massif. L'eau du lac n'est pas claire et bleue comme un océan tropical. Elle est sombre, froide et elle est teintée d'un brun profond par la mousse de tourbe qui descend des collines environnantes. La visibilité sous l'eau est presque nulle. Si on se plonge à quelques pieds de profondeur, on ne pourra pas voir sa main devant sa face. C'est un monde d'obscurité totale, un lieu où une créature énorme pourrait nager à votre côté et vous ne sauriez jamais qu'elle était là. Durant plus de 1000 ans, les gens ont murmuré que quelque chose vit dans cette obscurité. Les histoires remontent à l'an 565 après Jésus-Christ, quand on dit que Saint Columba ordonna à une bête d'eau de retourner dans les profondeurs après qu'elle ait attaqué un nageur. Mais dans l'ère moderne, le murmure est devenu un cri. Les récents pistages du lac avec des équipements de haute technologie ont changé l'histoire d'un simple conte de fées à un véritable mystère biologique. Oubliez les flous photos en blanc et noir des années 30 qui ressemblent à du bois à la dérive ou à des loutres. En 2024 et en ce qui va de 2025, le Loch Ness a vu une énorme quantité de nouvelles activités qui est difficile à ignorer. Des équipes d'amateurs et des chasseurs sérieux ont utilisé des microphones subaquatiques, des drones chercheurs de chaleur et des sonars spéciaux qui regardent latéralement à travers la colonne d'eau. Le résultat ? Ils ont trouvé des objets massifs au fond du lac qui se déplaçaient avec une vitesse et une capacité qu'aucun poisson connu ne possède. Il ne s'agit pas de bancs de saumon ou de phoques égarés. Ce sont des formes grandes et solides qui se plongent et tournent avec un but. En 2025, 4 observations officielles de longs coups surgissant parmi la brume matinale ont déjà été enregistrées. Un témoin, un pêcheur local qui a passé sa vie sur l'eau, a décrit une bosse grise de couleur ardoise qui rompait la surface, suivie d'un coup qui s'élevait à 6 pieds dans l'air. Il a dit que l'eau tombait en cascade par sa peau, qui paraissait rugueuse et granulée comme celle d'un éléphant, pas comme les écailles d'un poisson. La description classique, un cou long de 10 pieds, un corps massif avec 4 rames en forme de diamant et une queue courte, ressemble exactement à un plésiosaure. C'étaient des reptiles marins qui dominaient les océans tandis que les dinosaures dominèrent la Terre. C'étaient les dragons des profondeurs, des nageurs agiles qui utilisaient leurs 4 nageoires pour voler sous l'eau. Mais comment une créature marine a-t-elle pu finir piégée dans un lac d'eau douce en Écosse? La théorie suggère un piège géologique. Il y a des milliers d'années, à la fin de la dernière âge de glace, le niveau de la mer était plus haut et le Loch Ness était connecté avec l'océan ouvert. C'était une baie, débordante de vie. À mesure que les énormes glaciers fondaient, le poids de la glace se retirait de la Terre. La Terre s'est littéralement élevée, rebondissant comme un coussin sur lequel on a été assis trop longtemps. Quand la Terre s'est élevée, la connexion avec la mer fut coupée. La baie d'eau salée devint un piège. Avec le temps, la pluie substitua l'eau salée par de l'eau douce. Les animaux qui étaient dedans eurent un choix, s'adapter ou mourir. La plupart moururent. Mais peut-être une famille de chasseurs de coups longs parvint à survivre.
Ils s'adaptèrent à l'eau douce, s'alimentant du riche approvisionnement de saumon et d'anguilles qui remplissent le lac. Est-ce une famille de plésiosaures cachés dans la pénombre? Ou est-ce une autre chose? Des preuves récentes d'ADN trouvées dans le lac ont montré une énorme quantité d'ADN d'anguilles. Cela a mené certains scientifiques à penser que Nessie pourrait être une anguille géante mutée, quelque chose qui a grandi jusqu'à atteindre une taille monstrueuse pour être seule dans le lac. Mais les mêmes preuves ont aussi trouvé des parties génétiques étranges que les laboratoires encore ne peuvent pas nommer, de l'ADN qui ne coïncide avec rien dans la base de données. Nessie n'est pas seulement un mythe, c'est le défi final pour la science moderne. Elle vit dans un lieu que nous pouvons visiter facilement et pourtant elle demeure cachée. C'est le rappel que nous pouvons cartographier la surface de la Lune et conduire des véhicules sur Mars, mais nous ne savons pas encore ce qui nage dans les eaux sombres de nos propres lacs. Champ, la serpentine protégée. Lac Champlain. Ce lac s'étend tout au long de plus de 100 milles, un doigt d'eau bleu profond qui sépare New York du Vermont. Ici vit Champ, le cousin américain de Nessie, mais avec une différence importante. Champ est un citoyen protégé par la loi. Les légendes de Champ remontent aux tribus iroquoises et abénaquises qui parlaient d'un serpent avec des cornes qui vivait dans les eaux profondes. Ils le respectaient et le craignaient. Mais dans l'ère moderne, la légende est devenue quelque chose de beaucoup plus tangible. Les photos de la fin du XXe siècle ont donné confiance et preuve à une légende qui existe depuis des centaines d'années. En 1977, une femme nommée Sandra Muncy était en train de faire un pique-nique avec sa famille près du lac. L'eau était en calme, le jour était tranquille. Soudain, quelque chose rompit la surface à environ 150 pieds de la rive. Sandra saisit sa caméra. Elle n'eut pas le temps de penser ni de poser la prise. Elle a simplement fait une photo. Cette photo continue d'être le Saint Graal dans la chasse aux monstres. Elle montre clairement un objet massif et sombre surgissant de l'eau. On peut voir un cou long et épais et un dos courbé, avec l'aspect d'un reptile préhistorique sortant à la surface pour prendre l'air. Les experts ont analysé la photo de Muncy durant des décennies. Ils ont vérifié les vagues, l'éclairage et les négatifs. Ils sont arrivés à la conclusion que la photo ne fut pas manipulée. Il n'y a pas de vagues de bateaux, ni de troncs à la dérive qui paraissent des animaux. C'est un objet solide et vivant. La façon dont l'eau se déplace autour du cou suggère un animal lourd et puissant qui pousse depuis le bas. Depuis lors, plus de 600 observations ont été notées. Champ est décrite de formes différentes de Nessie. Tandis qu'à Nessie, on la voit habituellement avec le cou étiré vers le haut, à Champ, on la décrit comme une créature d'entre 20 et 50 pieds de long, avec une tête qui ressemble un peu à celle d'un cheval ou d'un serpent, et un corps qui se déplace de haut en bas en vague. Ce mouvement est clé. Les reptiles ont l'habitude de se déplacer de côté en côté, comme un serpent ou un lézard. Les mammifères se déplacent de haut en bas, comme un dauphin ou une loutre. Cela a mené certains chercheurs à penser que Champ n'est pas un dinosaure du tout. Ils croient qu'elle pourrait être un Basilosaurus. Le Basilosaurus était une baleine primitive et antique. À la différence des baleines modernes, il avait un corps long, ressemblant à celui d'un serpent, et une tête petite pleine de dents tranchantes. Il paraissait un serpent de mer, mais c'était un mammifère qui respirait l'air. On croyait qu'il s'était éteint il y a 30 millions d'années. Mais tout comme le Loch Ness, le lac Champlain fit partie en son temps de l'océan ouvert connu comme la mer de Champlain. Quand l'eau est devenue douce, une famille de ces baleines serpents a-t-elle pu rester piégée et survivre? Le plus fascinant sur Champ n'est pas seulement qu'elle puisse être réelle, mais comment les gens l'ont traitée. En 1981, l'État du Vermont fit quelque chose d'historique. Ils ont approuvé une loi pour protéger Champ. La résolution déclarait que Champ est une espèce protégée et que quiconque tenterait de blesser, capturer ou harceler la créature serait en train d'enfreindre la loi. L'État de New York a suivi avec des protections similaires peu après. Pensez-y pour un moment. C'est le seul animal éteint du monde qui a des droits légaux. Si aujourd'hui vous alliez au lac Champlain et tentiez de chasser ce monstre, vous pourriez être arrêté. Cette loi admet quelque chose que la science a peur de dire, qu'il y a quelque chose dans cette eau qui vaut la peine d'être protégé. Champ est un survivant. C'est un signe d'un monde antique qui vit devant nos nez, nageant juste sous les quilles de nos bateaux de pêche. C'est un rappel que l'extinction est, parfois, seulement une erreur que nous commettons parce que nous ne regardions pas avec suffisamment d'attention.
Tandis que les eaux du lac Champlain continuent d'être profondes et froides, la serpentine protégée continuera de patrouiller son royaume, à l'abri sous le bouclier de la loi et le mystère des profondeurs.